Bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 11 septembre, les salariés de Bonasabla à l'Espinasse en colère. Ils redoutent une fermeture de leur site. Le groupe des élus démocrates et républicains de la ville de Toulouse prépare les municipales. Et enfin, le ras-le-bol des étudiants sages-femmes. Nous reviendrons sur ce dernier sujet avec Sophie Wanis, spécialiste santé à la rédaction. Bonsoir Sophie. Bonsoir Jérôme. Mais tout d'abord, c'était il y a 12 ans déjà, le 11 septembre 2001, les tours jumelles du World Trade Center s'effondraient et plongeaient les États-Unis dans un chaos sans précédent. Christelle Dao est allée recueillir le témoignage de la consule des États-Unis de la région Midi-Pyrénées. Elle était dans son pays ce jour-là. 11 septembre 2001, 4 attentats éclatent sur le sol américain. Rachel Schneller, consul des États-Unis à Toulouse, était à Washington ce jour-là. Au moment où les attentats arrivaient, c'était très difficile de comprendre ce qui se passait. Bon, il y avait beaucoup de gens qui pensaient peut-être c'était un accident. C'était pas tout de suite évident que c'était du terrorisme. Et on ne savait pas où aller. Oui, parce que si on allait partir quelque part, où est-ce qu'on allait partir? Parce qu'on avait cette sensation que nulle part était safe. Un traumatisme toujours présent, mais aujourd'hui, les nouvelles générations ne semblent pas partager la même émotion. Quand je parle aux jeunes, ils savent, ils connaissent l'histoire, mais d'une manière académique. Ce n'est pas la même chose, évidemment. Quant à un éventuel impact du 11 septembre sur le conflit actuel avec la Syrie, Rachel n'a pas souhaité s'exprimer et s'en remet aux propos du président Barack Obama. Toujours dans les commémorations, il y a tout juste 40 ans, le président chilien Salvador Allende était assassiné lors du coup d'État perpétré par Augusto Pinochet. Le film Le Chili de mon père sera présenté le 17 septembre à la médiathèque de Toulouse dans le cadre des Mardis de l'INA. Carmen Castillo, que vous voyez à l'écran, la réalisatrice, sera présente. Ce documentaire dresse le portrait du Chili à travers la figure du père de la réalisatrice, Fernando Castillo. Architecte, intellectuel engagé, il a participé au gouvernement Allende, puis à la lutte contre la dictature de Pinochet. Au chapitre social à présent, les salariés de Bonasabla étaient en grève ce matin. Cette entreprise spécialisée dans le béton préfabriqué compte 3 sites dans la région toulousaine. Si ceux de Portet et de Plaisance-du-Touche ne sont pas menacés de fermeture, ce n'est pas le cas de celui de l'Espinasse. Un reportage de Marie Larpan. C'est en juillet que les salariés de Bonasabla ont eu vent de la 5e réorganisation de leur entreprise depuis 2009. Au total, 172 emplois sont menacés en France et le site de l'Espinasse devrait fermer d'ici la fin de l'année. 27 emplois disparaîtraient alors. Une solution remise en question par les grévistes. Alors le site de l'Espinasse est visé. Alors ce qu'on nous dit, c'est que le site mange de l'argent, est pas rentable. Alors que le site pourrait l'être, effectivement, il n'est peut-être pas aujourd'hui. Ce qui serait intéressant de voir, c'est les produits réels où c'est qu'on perd de l'argent et effectivement développer les autres produits en améliorant le processus de fabrication. Il y a des possibilités, il faut les étudier et il faut réinvestir un petit peu dans l'outil industriel plutôt que de renvoyer l'argent à l'actionnaire. La direction, qui s'est exprimée ce matin au micro de France Bleu, estime qu'elle subit la baisse d'activité du BTP et que le site de l'Espinasse fait partie de ceux dont les comptes sont négatifs. Bonasabla est aujourd'hui le leader français du béton préfabriqué. Le groupe compte 1800 salariés en France, répartis sur 40 sites. Au sommet, on a des actionnaires qui détiennent le groupe Consolis dans lequel Bonasabla appartient. Et ça a été racheté par emprunt. Et donc aujourd'hui, il faut qu'ils remboursent rapidement la dette. Et le moyen le plus rapide pour eux, c'est aujourd'hui de fermer des usines et licencier les salariés, vendre des terrains, faire des cessions. Demain jeudi, les salariés devraient reprendre le travail. Ils attendent le prochain comité central d'entreprise qui se tiendra vendredi à Paris. À présent, une page politique. Ils sont 5, 3 du Modem et 2 sans étiquette. Le groupe des élus démocrates et républicains de la ville de Toulouse a tenu une conférence de presse ce matin. Sur quel échiquier politique évolueront ces élus en 2014 ? Malika Haraj, la présidente du groupe, nous répond dans une interview accordée ce matin. Avec le système de présidence tournante du groupe, nous lui avons notamment demandé s'il n'y avait pas un problème de leadership et de chef incarné au sein de leur mouvement. On l'écoute.
Non, je ne pense pas que ce soit un problème en réalité. On a décidé au début de la création de notre groupe qu'on aurait une présidence tournante afin de partager les responsabilités. On est des élus, il y a 2 élus qui n'appartiennent à aucune organisation politique, il y a 3 élus qui appartiennent au mouvement démocrate. Alors c'est vrai que les 3 élus du mouvement démocrate ont un leader qui était Jean-Luc Forget, qui était notre tête de liste au premier tour. Mais il nous semblait logique et normal de partager ces responsabilités à tour de rôle, d'abord pour prendre conscience de ce que c'était comme travail pour ceux qui n'avaient jamais exercé, c'était mon cas, et puis aussi afin de permettre à nos 2 autres collègues, Marie-Françoise Mendez et Yvette Benayoun-Nakache, d'assumer les responsabilités et pas être étouffés par le mouvement démocrate. On n'aurait retenu que le mouvement démocrate. Combien y a-t-il de centres à Toulouse finalement ? Un véritable centre indépendant, il n'y en a qu'un, c'est le nôtre. Après, il y a ceux qui se revendiquent du centre, mais après, il y a les paroles et puis il y a les actes. Moi, j'exclus quelques organisations politiques avec lesquelles on ne peut pas travailler. Lesquelles ? Les fronts. Front National, Front de gauche, qui sont dans un dogmatique, mais qui portent des valeurs qu'on ne partage pas. On peut partager un certain nombre de valeurs avec le Parti socialiste, on peut partager un certain nombre de valeurs avec l'UMP. Même quand François Fillon parle du sectarisme du PS et que finalement le FN et le PS ne seraient pas... Je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. La question qui a été posée à François Fillon, c'est est-ce qu'il existe des socialistes qui sont sectaires ? C'est la réalité, il existe des socialistes assez sectaires, qui n'ont rien à envier au sectarisme d'autres organisations politiques. Mais je ne pense pas sincèrement que François Fillon se soit rallié au Front National. Et puis bon, à la limite, je dirais qu'on parle peut-être un petit peu trop du Front National, en oubliant de rappeler qu'ils ont géré quand même quelques villes, qu'on a vu le résultat sur ces villes-là. Et c'est pas les valeurs de notre ville, c'est pas les valeurs de Toulouse qui sont portées par ce parti-là. Vous mettez le Front de gauche et le Front National dans le même panier, finalement, dans le sectarisme ? Pas vraiment. Je ne mets pas quand même le Front de gauche au même niveau que le Front National parce que le Front National, c'est la xénophobie aussi, même s'ils veulent se faire passer aujourd'hui pour un parti comme les autres, c'est pas encore le cas. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une forme de sectarisme avec le Front de gauche, mais que je les mets pas au même niveau que le Front National. Alors, pour les municipales de 2014, qu'est-ce qui va se passer finalement ? Si on vous écoute bien, peut-être que vous seriez plus à même de rejoindre une liste UMP avec M. Moudinque. En tout cas, lui, il vous tend la main. Lui nous tend la main, mais nous, on est sur un projet. Là, pour l'instant, on finalise notre projet, et puis après, on verra ce qu'on fera pour 2014. C'est pas un ralliement de casting. Ça ne nous intéresse pas, et je pense pas que ce soit les valeurs que l'on porte. Après, on est sur un projet, et effectivement, il y aura un temps où on discutera de projet. Et à ce moment-là, on verra si on peut travailler avec lui ou pas. Alors, où en êtes-vous, en fait, avec Christine de Vérac ? Est-ce que ça serait encore possible qu'il y ait des rapprochements, puisqu'elle est peut-être la plus européenne des candidates et que vous prônez cette option ? Oui, on porte les valeurs de l'Europe. On pense que l'Europe n'est pas un handicap, mais que c'est une force pour notre pays, pour notre ville. Après Christine de Vérac, elle a eu un comportement ces derniers temps qui ont fait qu'on a dû suspendre, qu'on a pris la décision de suspendre notre soutien. Des prises de position qui étaient contraires, qui n'étaient pas conformes à celles que les 3 élus sortants de Toulouse avaient prises en conseil municipal, et des fois des propos qui étaient quelquefois plus à droite que ceux de l'UMP sur certains sujets. Donc je ne crois pas à un retour avec Christine de Vérac, mais les portes ne sont pas fermées. Sans transition, dans le dossier Spanghero, 8 salariés étaient toujours en garde à vue aujourd'hui. Ces anciens cadres doivent expliquer aux gendarmes quel rôle la société Spanghero et ses dirigeants ont joué dans le scandale de la viande de cheval. Je vous le disais en titre, à l'heure où l'on parle de plus en plus de la précarité étudiante, gros plan ce soir sur les étudiants sages-femmes. Eux non plus ne sont pas épargnés par l'augmentation des frais de rentrée et par les difficultés inhérentes Sophie Voinis a rencontré 2 sages-femmes toulousaines.
Clémence et Chloé sont toutes deux étudiantes sages-femmes en 4e année à Toulouse, encore 2 ans avant l'entrée dans la vie active et sans doute un statut professionnel à la clé. En attendant, cette année et l'année prochaine, elles alterneront cours et pratiques en étant payées entre 1 200 et 2 400 € par an. On est un certain nombre à vouloir rentrer dans la vie active, surtout qu'on a quand même 24 semaines par an, les contraintes des professionnels avec les mêmes horaires, le même stress et même peut-être un stress supplémentaire parce que on est étudiant, donc du coup on a une pression particulière du fait d'être étudiant. Les étudiants sages-femmes passent par la première année de médecine au cours de laquelle Chloé avait obtenu une bourse du Crous. Oui mais voilà, depuis qu'elle a intégré l'école des sages-femmes, elle a perdu 600 €. La raison ? Les étudiants sages-femmes sont en effet dépendantes des bourses attribuées par la région et non plus du Crous. Fini donc l'accès au resto ou au logement universitaire. Les critères d'attribution du Crous tiennent plus compte des difficultés sociales des étudiants, alors que les critères d'attribution des régions sont quand même plus restrictifs et tiennent plus compte juste du revenu des parents et de la distance à laquelle on est de notre école. Et aussi, un des gros critères, c'est le nombre d'enfants à charge pour nos parents, si on est seul, si on a des frères et sœurs, ce genre de choses. Il y a un peu moins de 5000 étudiants sages-femmes en France, 130 à Toulouse, à l'école publique de la Grave, un petit noyau minoritaire noyé dans la masse des 100 000 étudiants toulousains. Difficile donc de se faire entendre et de porter haut et fort leurs revendications. Bonsoir Sophie. Alors justement, les étudiants sages-femmes se sont particulièrement mobilisés cette année. Oui, alors on va parler de la science maïeutique. Vous savez ce que c'est, Jérôme? C'est l'art de l'accouchement. Et effectivement, pour la première fois cette année, l'Association nationale des étudiants de sages-femmes a publié un document qui fait état du coût inhérent à leur rentrée. On va le voir sur un premier tableau. Le coût moyen de la rentrée pour un étudiant sage-femme est évalué à 2 504 €. Il est de 2 481 € pour un autre étudiant en licence, par exemple. C'est une évolution de 1% par rapport à l'année dernière. Alors, dans le détail, on va le voir sur un second tableau. Les frais spécifiques qui incombent aux étudiants sages-femmes. Je vous les liste: droits d'inscription en école publique, sécurité sociale, complémentaire santé, frais d'agence, assurance logement, matériel pédagogique. Et puis donc le matériel spécifique aux études de maïeutique, donc tout l'équipement, les ustensiles, etc. Tout ça incombe aux étudiantes sages-femmes. Donc elles tirent la sonnette d'alarme parce qu'il y a véritablement un ras-le-bol. Alors en faisant ça, quel était l'objectif finalement de l'Association nationale des étudiants sages-femmes? En fait, c'est véritablement un état des lieux que dresse l'association. Et l'objectif, on l'a vu un peu dans ce reportage, c'est de se servir de ce document comme un appui pour demander un transfert des bourses de la région vers le Crous, parce qu'on l'a compris, c'est bien plus avantageux d'être boursier via le Crous. L'association aimerait évidemment, dans un idéal, porter ses revendications jusqu'au ministère de la Santé pour demander, même aujourd'hui, ils en sont là, un statut spécifique dans le Code de santé publique qui défende leurs conditions d'études. Alors la vie d'étudiant, on le sait, c'est pas facile. Pour autant, ces futures sages-femmes, sont-elles? Alors ça c'est compliqué parce qu'on a l'impression qu'en fait il n'y a que des filles d'ailleurs. Eh bien non, il y a des hommes sages-femmes. D'ailleurs on les appelle également les sages-femmes, mais ça représente 1% des étudiants. C'est encore assez modeste. Donc c'est tout le paradoxe de la profession aujourd'hui, parce qu'on le sait bien. Par exemple, si on prend l'exemple de Toulouse, on sait que Toulouse et sa région drainent de plus en plus d'habitants, environ plus 15 000 chaque année. C'est énorme. C'est ce qu'on appelle l'héliotropisme. C'est également une région qui est de plus en plus dynamique en termes de naissances. Voyez plutôt, depuis 10 ans, le nombre de naissances à Toulouse n'a cessé d'augmenter. En 2010, 14 930 naissances enregistrées, soit 441 de plus qu'en 2009 et 546 de plus qu'en 2008. Pour autant, selon l'association des sages-femmes qu'on a rencontrée aujourd'hui, l'emploi n'est pas forcément au rendez-vous à l'issue de la formation. Si on en croit leur information, il semblerait que sur la dernière promo de l'école publique, la seule école publique de sages-femmes à Toulouse, un tiers des étudiants sont sans emploi, le reste est en CDD, renouvelable ou pas, on ne sait pas. Alors des perspectives vraiment difficiles. Pourriez me demander comment se passe dès lors la prise en charge des patientes? Mais je vous le demande. Eh bien, Clémence, qu'on a vu dans ce reportage, nous a raconté son expérience de l'année dernière. Elle a donc fait un stage dans une grande maternité toulousaine et lui est arrivé sur une plage de 12 heures de garde d'enchaîner 8 à 9 accouchements sur 12 heures. C'est énorme. C'est pas très rassurant. Alors Sophie, est-ce que vous avez l'habitude de vous débarrasser de vos vieux vêtements? Alors non, le problème c'est que depuis que j'ai 5 ans, je garde tout. C'est dramatique, Jérôme. Parce que vous les avez déjà certainement remarquées au coin d'une rue. Elles ont fleuri un peu partout dans l'agglomération depuis cet été. Quelques 300 bornes textiles doivent être installées d'ici la fin de l'année. Marlène Canal s'est plongée dans les dessous de ce dossier.
Nouveauté dans le paysage urbain de Toulouse et de son agglomération pour cette rentrée, ces bornes textiles au nombre de 96 et en appui des bornes existantes. Depuis fin juillet, elles ont permis de récolter 18 tonnes de vêtements, linge de maison et de chaussures. L'objectif est avant tout fixé par le Grenelle de l'environnement. Il faut faire baisser de 7% la production d'ordures ménagères par habitant d'ici 2016. Ça représente en matière de ce que l'on appelle les TLC, c'est-à-dire textile, linge et chaussures, un potentiel à peu près de 9 kilos par habitant qui sont jetés aux ordures ménagères. Donc il y avait une vraie nécessité d'éviter que tous ces matériaux textiles, linge, soient partis à l'incinérateur avec les ordures ménagères et soient récupérés. Une fois récupérés, les vêtements se retrouvent dans ce local situé avenue de Fronton. Ils sont ensuite triés et pour 5% d'entre eux revendus dans des vestiaires de solidarité. Et pour les autres, c'est l'option recyclage. Il va y avoir des créations d'emplois qui sont évaluées de l'ordre de 16 emplois créés donc, par l'association Le Relais. Qui va donc en profiter pour former des personnes en difficulté donc dans le cadre de ces chantiers d'insertion. Pour l'instant, 6 chauffeurs sont en formation. Un centre de tri pourrait même voir le jour si l'objectif des 3000 tonnes par an était atteint. Aujourd'hui, les textiles sont triés à Mazamet et à Marciac. Et puis une belle exposition à découvrir à l'aéroport de Toulouse-Blagnac entre deux vols. Il s'agit de photos liées à l'esprit du Sud-Ouest. Vous le voyez sur ces images. On vient de voir Jazz sur son 31. Il va y avoir également les stadistes. Vous verrez des images du Capitole, voilà, William Servat. Par cette opération, l'aéroport de Toulouse, la région Midi-Pyrénées et l'Office du tourisme tentent de séduire les 800 000 passagers qui arrivent chaque année pour la première fois dans la ville rose. On termine cette édition avec des images toujours, mais cette fois-ci animées. La Cinémathèque de Toulouse a présenté sa saison 2013-2014. En septembre, gros plan sur l'œuvre de Bertrand Blier. Le réalisateur sera à Toulouse demain. La Cinémathèque fête son demi-siècle cette année, l'année prochaine. En Midi-Pyrénées et plus précisément à Toulouse, le gros événement cinéma de 2014 sera les 50 ans de la Cinémathèque. Ce qui est très important pour une cinémathèque, c'est que plus elle vieillit, plus elle se bonifie, plus les collections s'enrichissent. 42 300 copies inventoriées, 75 000 affiches, première collection d'affiches de cinéma de France, 500 000 photos. Donc qu'est-ce qu'on fait pour dire tout ça, pour raconter cette histoire? On propose des programmations inédites, des programmations qui permettent de retracer l'histoire de la Cinémathèque de Toulouse, une très grande exposition et une marraine formidable, Isabelle Huppert. D'autres noms du cinéma incontournables seront présents pour cette saison 2013-2014. Charlotte Rampling, Albert Dupontel et c'est moi-ci Bertrand Blier. C'est pas mauvais cette petite potée. Ouais. Pas de quoi écrire une thèse. D'autres cinéastes phares seront mis en avant, Federico Fellini et Howard Hawks, et une programmation incontournable pour découvrir les trésors de la Cinémathèque sera proposée en avril, le cinéma des surréalistes. Vous aimez bien Bertrand Blier, Sophie? Oui, mais c'est votre film préféré, je crois. J'aime bien, il y a des répliques cultes. En tout cas, fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Marie Larpan à cette même place, en direct à 19h. Merci à tous et bonne soirée.